Oui, bonsoir. Euh, Bonsoir à tous. J'espère que tous les invités, tous ceux qui sont présents se portent très bien. Moi, c'est Jules et j'ai en charge de modérer le mythe d'aujourd'hui avec Horace qui est aussi présent. Donc moi, je suis développeur full stack et je vais laisser la parole à Horace qui va modérer le mythe avec moi pour se présenter. Ensuite, Euh, Monsieur Salomon, qui est notre invité, vous allez prendre la parole pour vous présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va parler du d'accord. débogage avec Chrome. Yeah. Donc, Horace, présente-toi rapidement et puis, Ok, merci Jules. Est-ce que vous me recevez? oui, on te reçoit à 100%. Ok, super. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jules. Bonsoir et merci à Salomon d'avoir accepté. De fait l'honneur d'animer cette session. Moi, c'est Horace Ferry, je suis développeur web au STEC. Ok, d'accord. OK. Merci. Donc, Monsieur Donc, Salomon, vous avez la parole, vous pouvez vous présenter rapidement. tu peux m'appeler Salomon parce que moi, je tutoie le monde autour de moi dans la tech et je aime qu'on me tutoie aussi. Donc, moi, c'est Salomon Aya. Et je suis développeur web comme vous tous. Euh, je- J'étais à Cotonou, à Python Bénin avec vous tous et après, bon, j'ai le travail a tiré mes cordes vers le Nigeria, donc je suis à Lagos. Et j'ai voulu partager un peu mon expérience avec le débogage Google Chrome euh, avec la communauté parce que je remarque souvent que les gens, quand ils ont des bugs, ils préfèrent s'adonner à la pratique de mettre des console logs un peu partout dans le code. Et plus tard, c'est que ça commence pas à devenir un peu trop. Parfois, on oublie même de nettoyer et on se retrouve avec un truc où il y a euh, des instructions non utilisées, je veux dire necessary code base. Donc, c'est ce qui m'a motivé au fait à partager, à venir sur ce mythe et partager avec vous la manière dont moi, j'essaie un peu d'observer les erreurs que je commets, de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon code avec Google Chrome et spécialement euh, le DevTool de Google Chrome. Ajouter à cela, ce soir, je vais parler aussi de la performance, de comment observer la performance. Je vais parler de memory leak aussi et de comment voir, comment retrouver des pièces de memory leak, comment découvrir s'il y a des memory leak dans votre code. Je vais également aller au niveau de chaque tab de notre Chrome DevTool pour présenter l'outil, montrer un peu comment les choses s'utilisent. C'est vrai, je ne suis pas un développeur de chez Google, donc je ne maîtrise pas tout l'outil à 100%, mais je vais passer par ce qui est nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc voilà en gros la substance de ce qu'on va faire ce soir. Ok, merci beaucoup. Déjà, on voit il y a de la matière et je crois qu'on va pas s'ennuyer pendant les 1h30 qu'on aura fait ensemble. Et dans ce, Est-ce qu'on aura 1h30? c'est, En tout cas, c'est petit ou bien c'est trop? je pense que c'est trop parce que j'en ai discuté avec les organisateurs déjà par avant. Je pense que 1h30 c'est trop pour pouvoir parler de ces sujets-là. Mais bon, si on fait moins, chacun aura son temps pour faire autre chose quand même. Ok, d'accord, c'est super. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on te laisse la parole alors pour continuer ta présentation. Merci. Oui. Ok, donc pour commencer, je voudrais saluer tous les participants. Je voudrais poser une petite question
si quelqu'un a une idée. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire, selon lui, quel est le processus de rendering d'une page web sur n'importe quel navigateur? C'est-à-dire que lorsque vous avez fini d'écrire votre HTML, votre CSS, votre JS, c'est quoi les étapes, les différentes étapes de rendering? Qui en sait un peu? Parce que c'est par là qu'on va commencer. S'il y a quelqu'un qui en sait Ok. quelque Donc, chose, vous pointez la petite main et on va discuter juste. Ce n'est pas une interview, s'il vous plaît, donc c'est une séance d'échange. ok, donc soyez relax. Comme l'a dit Salomon, c'est pas un entretien, donc vous n'avez pas à avoir peur d'échouer. Je pense bien que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc il y a Kojanda qui a levé la main. Kojanda, vas-y, lance-toi. Oui. Ok, je vais m'essayer. Bon, déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, déjà, le web, la plupart, il y a le web, la plupart des langages que nous utilisons, c'est pas des langages compilés, au fait. Ok, il peut y avoir de transformateurs derrière, mais c'est pas des langages compilés. En l'occurrence, le HTML, CSS et le JavaScript. Bon, le HTML et le CSS, c'est beaucoup plus des langages dits de langage de description. Du coup, comme ce pas des langages qui sont compilés, le navigateur, c'est l'outil au fait qu'on utilise pour pouvoir interpréter au fait ce code HTML et CSS que nous écrivons. Donc, du coup, quand vous écrivez du code HTML, CSS et JavaScript, ce code est directement interprété par le navigateur pour pouvoir, avec déjà les balises HTML, il sait exactement, grâce aux balises ou bien grâce au CSS qu'on a écrit, comment afficher les éléments sur la page. Et quand il y a du JavaScript, il sait automatiquement comment modifier le HTML, le CSS qu'on a écrit pour pouvoir correspondre visuellement à l'élément. Donc, en gros, de ce que moi je sais, c'est que le navigateur, lui, il interprète tout simplement ce qu'on lui propose. Maintenant, comment ça se passe en interne? Je pense qu'il a des outils. Par exemple, quand on prend une balise strong, par exemple, le navigateur sait comment afficher une balise strong sur la page. Et ça dépend du navigateur. Peut-être que sur Chrome, on peut avoir peut-être du bold. Peut-être que sur notre navigateur, ça peut être autre chose. Je ne sais pas si elle répond à la question ou bien j'ai juste affirmé juste des trucs. Moi, je pense juste que le navigateur interprète, quoi. Voilà. Ce qu'on lui envoie. Bon, oui, Ok, c'est justement la merci façon dont. Kojanda. Oui, merci beaucoup. Déjà, c'est la façon dont il interprète là qui était importante pour moi. Je ne sais pas s'il y a une seconde personne qui veut se lancer. Ok. La façon dont Est-ce il que interprète, c'est important. C'est important pour pouvoir comprendre certaines tables de Chrome DevTool. Donc, c'est pourquoi je reviens dessus. est-ce que je peux m'essayer, puisque je suis après tout Oui, développeur bien sûr, aussi? Ok, bien sûr, d'accord. bien sûr. Ok, donc selon moi, lorsque on se retrouve dans un contexte d'une application qui rend les pages, le code HTML à partir du serveur, parce que bon, je crois que avant qu'on ait les SPA, les single page applications qu'on utilise actuellement, qu'on utilise Vue, React et tout ça pour développer, il y avait le rendu côté serveur qu'on faisait. Donc, selon moi, une fois que le navigateur effectue la requête et il reçoit une réponse HTML, il lit d'abord la réponse HTML. Donc, il interprète les balises HTML qui sont envoyées et tout. Et après ça, le CSS. Ensuite, maintenant, le JavaScript qui va venir se greffer au DOM qui a été mis en place après la lecture du code HTML. Et c'est ce JavaScript-là qui va permettre de rendre la page dynamique en fonction de ce que le développeur avait eu à donner comme instruction au niveau du JavaScript. Maintenant, je crois que si je ne me trompe pas, il y a la possibilité de faire des changements différés avec le JS et tout ça. Donc, je ne sais pas si tout ça rentre en ligne de compte dans la question, mais je pense que le processus, c'est d'abord la réponse HTML, le CSS et ensuite le JavaScript qui est ajouté par-dessus. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. OK, donc maintenant que deux personnes se sont essayées, vous avez expliqué le process, mais vous n'avez pas expliqué au fait le process au niveau du navigateur lui-même, lorsque le navigateur reçoit votre code. Et c'est un peu ça qui est important quand on veut comprendre les tabs de Chrome DevTool. Ce qui se passe, c'est que déjà vous écrivez votre code HTML, CSS, OK,
ou un peu de JavaScript pour rendre certaines choses dynamiques, pour faire des traitements, des API calls et tout. Et donc, quand le navigateur, lui, reçoit ça, la première des choses qu'il fait, en fait, il oublie tout ce qu'il y a, tout votre CSS et autres, et il se concentre sur le HTML pour créer ce qu'on appelle the tree, l'arbre, le DOM, en fait. Donc, une fois que l'arbre est créé, le DOM est créé, il va maintenant aller chercher la partie dans le head où nous écrivons link rel style sheet, où il va chercher le CSS tab. Nous connaissons tout ça. Et à ce moment T-là, on parle de la présence du CSS DOM. OK? Donc, on a le CSS DOM à cet instant T. Et après le CSS DOM, on tombe rapidement sur le fait que le JavaScript va finir par chercher tout ce qui est ref, c'est-à-dire les références. Et s'il n'en trouve plus, alors il commence par chercher les scripts, c'est-à-dire le Viet Engine. Vous savez que dans notre navigateur est équipé aussi du lecteur de Viet Engine qui va se charger de faire les interprétations de JS. Donc, arrivé à ce niveau-là, le Viet Engine va prendre le JS que vous avez là et il va faire des interactions avec le HTML CSS qui est déjà là. Et c'est là où on obtient ce qu'on appelle the render tree. Malheureusement, je n'ai pas fait de PowerPoint pour ça, mais je vais vous écrire tout ça peut-être en messagerie. Vous allez prendre le temps de voir ça peut-être après. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle the render tree. Et après le render tree, JavaScript, notre navigateur a enfin, en fait, quelque chose où l'ensemble des corrélations entre les fichiers a été déjà créé. Donc, on a désormais ce qu'on appelle le layout. Le layout, c'est à partir du moment où on a déjà les grids, si vous utilisez Bootstrap, si vous utilisez Tailwind, les grids, les flex, tout ça est créé. OK? Les appels API et autres commencent par être lancés. Ils ne sont pas terminés, mais ils commencent par être lancés. Et donc, après le render tree, votre navigateur va se lancer dans le painting. Le painting, en fait, c'est le dessin, tout simplement. Il va dessiner la page. Tout ce processus se passe dans, tellement vite, en millisecondes, en fait. Tout ce que je suis en train de dire là se produit en millisecondes. Bien sûr, en fonction de la qualité de votre connexion et de la qualité du code que vous avez produit, de la performance de votre page. Donc, attendez, j'ai écrit ça quelque part. Je vais passer ça en messagerie là. Et voilà, donc, c'est un peu ça. Gojanda dit que c'est le cycle de vie du navigateur. Je dirais plutôt c'est le cycle de vie de votre projet à partir de l'index HTML lorsqu'il est envoyé sur le navigateur. Donc, une fois que c'est fait comme ça, le navigateur lance le painting. Et quand il lance le painting, votre utilisateur commence par voir votre page. Okay? Et quand l'utilisateur commence par voir votre page, les appels API qui ont été lancés lors du render tree, parce que c'est lorsque le render tree est en cours que les appels API sont lancés. Ah, j'ai oublié une partie, il y a le layout, bien sûr. J'ai parlé du layout quand je parlais tout de suite. Oui, tu en as parlé. Alors, voilà, donc il y a le layout avant le painting. Au moment où j'écrivais, j'arrive. Donc, il y a le layout quelque part ici. Donc, si vous regardez dans la messagerie, vous voyez de quoi je parle et puis vous pouvez chercher ça. Après, ok, ce que je propose, c'est qu'après le Meet, on va entrer en contact avec toi et tu vas nous donner les tests dont on aura besoin pour mieux comprendre le sujet. Et après, on va balancer dans le groupe. Oui. Déjà, si vous commencez par chercher les mots CSS Home, Render Tree et autres, là, vous allez commencer par tomber sur les éléments dont je parle. Ok. Ok, donc c'est ça. Donc, c'est comme ça que notre navigateur se débrouille pour fournir les pages que nous avons. Mais dans le meilleur des cas, et qu'on a une bonne connexion, on a
un truc qui est performant, un truc dans lequel on a écrit de code de bonne qualité, notre utilisateur a tout ce qu'il faut. Maintenant, dans le cas échéant, il se retrouve avec quelque chose qui met du temps à charger parce qu'il y a pas mal d'erreurs de networking, des différents types d'erreurs qui se produisent. Et c'est là où le développeur que nous sommes avons un rôle important à jouer. Sur cette formation, je vais vous montrer un petit bout de code que j'ai écrit, OK, et qui va nous servir tout au long de la formation. Aussi, je vais vous demander de choisir un site web au hasard sur lequel on ira voir un peu les problèmes de performance. Pas forcément, je ne dis pas que le site a forcément des problèmes de performance, mais on ira étudier un peu, analyser un peu le site web avec notre outil. Ok, d'accord. Donc, Donc, ça, ce n'est pas dans l'urgence. oui, bon, si vous avez des sites web à visiter, vous pouvez déjà écrire ça dans la messagerie, mais ce n'est pas dans l'urgence. Ce que je vais commencer par faire immédiatement, c'est d'ouvrir, de partager mon écran. Ok, donc, Okay. pour les participants du Meet, si vous avez un site à proposer, n'hésitez pas à envoyer ça dans le chat et on fera, on s'occupera de gérer ça pour vous après. Donc, tu peux continuer, Salo. Ok. Donc, vous voyez Donc, mon écran déjà? non, Est-ce que pas vous voyez mon encore. écran? Non, pas encore. Pas mon écran. Personne ne voit mon écran jusque-là. Apparemment, ça. Vous voyez maintenant? Mais moi, je vois que c'est déjà partagé. Moi, à mon niveau, ce n'est pas encore bon. Je ne sais pas si les autres arrivent à voir l'écran. Ok, ok, c'est bon. Ça, c'est. Ouais, je laisse seulement les trucs qui vont servir. Alors, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, Ok, cool. Donc, je vais ouvrir cette petite page que j'ai réalisée pour la circonstance, ok? J'avais placé des briques pointes quelque part là, ça casse les choses. Donc voilà, c'est une petite page que j'ai réalisée pour la circonstance. J'avais fait une petite erreur dedans, histoire de vous montrer comment on va débugger tout ça. Alors, je m'explique, je vous montre rapidement ce que j'ai ici. C'est une page HTML, ok? Donc, c'est une page HTML toute simple qui appelle un fichier main.js, ok? Et dans notre fichier main.js, nous avons UL, une liste, en fait, qui est censée être alimentée par mon fichier JavaScript que j'ai lié quelque part ici. Donc, le fichier JavaScript, lui, le voilà, ok? Donc, il est là. De quoi il s'agit? Je descends immédiatement. J'ai un document add event listener, ok? Qui va appeler la fonction init. Et qu'est-ce que la fonction fait? La fonction, elle appelle une API. C'est une API free. Et elle fabrique une petite requête que la fonction getData appelle. Donc, si la fonction getData réussit à faire la requête, elle retourne response.json. Et cette fonction-ci va récupérer dans data les informations d'utilisateur, ok, et va populer ceci user, et je fais un petit console log de user quelque part là. J'ai pas ceci, je vais revenir dessus, ok, et donc voilà un peu euh, la substance de ce que j'ai. Donc à la fin c'est add item, c'est la fonction add item qui va nous aider au fait à populer le HTML de l'autre côté pour avoir. Donc, je regarde. Je vais recharger ça vite fait. Alors, moi, j'ai le cache. Ok, donc
j'ai add item qui est là, qui va recharger tout ça. Et donc, add item, c'est quoi? Il va chercher liste, ok? Il fait un inner HTML et il prend tous les éléments qui lui ont été envoyés ici et là. Il va mapper dessus. Et quand il mappe dessus, il prend chaque item là, il prend l'ID et le nom. Il fait un petit join et il display. Very simple, right? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Ok, oui, ben j'ai dit, est-ce que tout le monde a compris au moins le petit bout de code là? Je crois qu'il y a des likes, Allô? donc c'est bon, on peut continuer. Ok, d'accord, d'accord. Donc, je vais l'ouvrir directement. Je l'avais ouvert avec cette histoire de live. Donc, voilà, le code, il est là et je vais partir immédiatement dans Chrome DevTools puisque c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vais faire un peu l'exploration des tables. Je vais commencer par les tables par lesquelles nous ne sommes pas très habitués. D'accord? Je commence par la table sur Performance Insight. Qui sait quelque chose à propos de Performance Insight? Bon, allez, je me lance. Performance Insight, en fait, c'est la table qui ne vous dérange pas, en fait, lorsque vous voulez faire des contrôles de performance sur votre website. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la page qui est là actuellement et il va la relancer en background. Et quand il relance la page en background, il va passer par le processus dont je vous ai parlé tout de suite, l'HTML, le CSS Home et tout ça, jusqu'à venir au painting. OK? Et qu'est-ce qu'il essaie de rechercher? Il essaie de rechercher si vous avez ce qu'on appelle des layout shifts. C'est-à-dire que vous avez, j'imagine que ça c'est une div, vous avez peut-être une div qui est là, OK, qui est dépendante d'une API call et une autre div qui n'est pas dépendante d'une API call. Donc pendant que l'API call est en train de passer, la div qui est ici ne s'affiche pas. Mais quand l'API call passe et que le résultat positif de l'API call arrive, cette div se crée et pousse l'autre div vers le bas. Donc, pour Google, ce mode de fonctionnement n'est pas intéressant. Il trouve que, au fait, vous troublez un peu la vue de l'utilisateur qui vient. Google préfère que vous mettez un certain nombre de loads. Donc, je vais lancer d'abord cette histoire que vous voyez. Donc, pendant que ça tourne, ok, je vois. J'essayais de voir si j'ai un autre. Ça va prendre. Parfois, ça prend un bout de temps. Ça, c'est la vérité. Donc, je ne sais pas si peut-être l'un d'entre vous peut ouvrir un site web au hasard et lancer ça chez lui. Donc, je vais passer dessus d'abord et après, je vais revenir lorsque la personne aura les résultats. Ce que tu veux, c'est Je que peux la vous donner personne partage son n'importe. écran, c'est ça? Oui, oui, quelqu'un peut partager son écran tout de suite. On va lancer ça chez lui et pendant qu'on continue sur les autres tables, quand ça sera terminé, on reviendra. Ok, donc on passe sur le premier site qui a été Je stoppe mon envoyé. partage et quelqu'un d'autre partage. Ok, d'accord. Donc, je stoppe mon partage. Celui qui a ouvert ça peut partager son écran. Je le guide rapidement. Ok, Ouais, moi, je stoppe. on lance quel site? Je vais aller sur Gojanda, oh, attends, je sais. gouv.bj. On peut aller sur gouv.bj pour voir. Vous avez cherché QL. Non, C'est il ici faut du pas aller gouvernement, sur vous ça avez là. trouvé. Justement. On va sur YouTube, alors. On va sur YouTube. Non, Ah, non, ok. non. YouTube, ce sera trop. Il y aura trop de data à gérer et ça va encore prendre plus de temps. Je préfère le site d'une entreprise. Attendez, je vous donne le Et site qu'est-ce que d'une tu boîte penses nigériane. de développer.com? Je vous donne le site. Oui, je vous donne Ok, le site d'une boîte nigériane. Donc, comme ça, il n'y aura pas de problème. ok. Attends, Chop Now. Comment ça s'appelle? Chop Now, right? Chop Now. Yes.
Let me check that. Juste une seconde. Hein. J'ouvre le site, je partage le lien là-bas, vous prenez. Okay? Tout simplement. On va pas. Les gars, vous êtes allés chercher le site du gouv. Vous voulez me créer d'ennui. Hein? Après, on dit que c'est nous qui sommes venus. Ok. Allez, les gars, c'est bon. Je vous ai donné Chop Now. C'est une boîte ici au Nigeria qui fait du fast food et du fast delivery. Ok, c'est bon, tu arrives à voir mon écran? Non, pas encore. Let me see. Bon, non, I'm not seeing yet. Je ne vois pas ton écran, désolé. Ok, un instant, je reprends. C'est bon? Yes. Apparemment, on voit ton écran maintenant. Ok, donc voilà. Ou bien les autres, vous voyez, non? Ouais. Moi, je vois. En fait, tu as partagé seulement le Meet, on dirait. Je ne vois pas encore. Oui. Attends, je vais partager le tiers. Là, c'est bon? Je vois. Les gars, est-ce que vous voyez son écran? Parce que. Bon, ça commence pas à venir, au fait. Ok, on a ça. Moi, j'ai ça. Donc, tu fais un CTRL-SHIFT-I et puis tu vas sur... Sur Performance Insight. Ok, je lance ceci, c'est ça? Et tu lances, oui, tu lances Performance Insight. Ok. Donc, quand tu as lancé, on revient chez moi, en fait. Ok, donc je coupe le partage. Oui. Ok, donc tu as la main alors. Ok. Une seconde. J'essaie de vous partager. Vous avez mon écran maintenant? Non, pas encore. Et là? Bon, à mon niveau, toujours pas. Hein. Je ne sais pas si les autres, vous avez ça. Comme la connexion n'est pas un acquis là. Non, de mon côté aussi, non. Je n'ai pas. Vraiment désolé hein, avec tout ça. Bienvenue au Bénin. Mon frère, c'est pas seulement chez vous là. Comme tu vois ce qui se passe, j'ai eu du mal à me connecter. Et là, je suis à Lagos, man. Ok. Vous avez mon écran maintenant, j'ai repris au fait. Non, toujours pas. Ça, c'est chaud ça. D'accord, je reprends encore une fois. Parce que là, je ne comprends pas. Cette fois, c'est bon? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. On n'a toujours pas l'écran. Tu peux rafraîchir la page, s'il te plaît, pour partager juste une fenêtre au lieu de l'écran complet. Bravo. Hein. Ben. Bon, je vais recommencer encore une fois. Hein. Ouais, là, on voit. Ok, donc, on était sur Performance Insight. Ok. Donc, je quitte Performance Insight et puis je vais venir sur le recorder. Alors, le recorder, je ne sais pas si nos amis, les testeurs sont dans ce meeting aussi parce que vous allez adorer cette fonctionnalité. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe.
Par contre, le savez-vous, il y a un outil de test qui s'appelle Puppeteer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez. Hello. Vous ne répondez pas aussi. Bon, Oui, on les te modérateurs reçoit. doivent répondre. Ça me permet de savoir que je parle à des gens qui m'écoutent, en fait. On Donc, t'écoute, ne il y a, t'inquiète pas. voilà, il y a un outil qui s'appelle Puppeteer, ok? Et cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du test un peu à la répétition manuelle. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre website, par exemple, et vous cliquez sur 2 ou 3 choses, ok? Sur 2 ou 3 boutons, vous pouvez enregistrer cette séquence-là et la mettre comme automated test sur le pipeline de votre entreprise. Je vais tout simplement aller sur le website qu'on a actuellement. Je vais faire un CTRL-SHIFT-I et on va s'amuser avec ça rapidement. Donc, j'ai Recorder qui est ouvert sur chopnanow.com et puis je fais ça. Je vais dire que c'est un test. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. C'est un test de chopnanow. OK. Ben, si je veux tester sur des attributs particuliers, je mets les attributs. Mais en général, tout le monde teste directement sur la totalité du website. Donc là, je suis dessus comme ça et je vais performer quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire là? Je peux essayer de cliquer par exemple là. L'histoire même ne marche pas bien. Bon, bref, je peux écrire Enjoy Exclusive Offer, Sign Up, Find Something. Bah, ok. Donc, j'essaie de voir sur quoi je peux cliquer vite fait. Donc, voilà. Donc, Find Something, je vais dire que je cherche quoi? Chicken. Donc, je vais chercher chicken. Chicken. So, je cherche chicken. Et je clique dessus. Bien sûr, le site, il est bien là. Ou c'est encore l'Internet. Qu'est-ce que je vais dire? Là, est-ce que ça ne va pas biaiser un peu les tests? C'est juste une question Non, comme ça. t'inquiète pas, je ne suis pas. Toi, c'est pourquoi je t'ai demandé de lancer juste le Insight, le Performance Insight chez toi, et moi je fais quelque chose ici. Donc voilà, regardez, j'imagine que vous êtes un testeur ou bien vous êtes un développeur, ok, et qu'on vous a donné une feature. Donc vous avez la feature là, vous essayez de bosser sur la feature et tout, d'accord. Et puis à un moment donné, la feature elle est terminée, donc il faut réaliser les tests unitaires, ok? Et après les tests unitaires, nous, d'habitude, on déploie, on pousse, n'est-ce pas? Donc, j'imagine que vous avez fait vos tests unitaires, vous avez poussé et tout, et puis le testeur, il revient, il dit, bon, écoute, gars, moi, j'ai fait tant, et puis ça n'a pas marché. Le problème avec ça, c'est que nos testeurs, ils nous écrivent des cas de tests écrits, ok? Les meilleurs parmi eux font des vidéos de l'écran complet pour te montrer ce qui n'a pas marché. Mais si Ok, on ça, est dans une tu entreprise... peux, excuse-moi, tu peux zoomer un peu ton écran. Donc, vous ne voyez rien là. Pourquoi? On arrive à voir, mais c'est pour une meilleure visibilité en fait. Donc, si tu peux zoomer, ça peut être plus intéressant. Zoomer. Moi, j'aime laisser mon zoom à 80%. Je laisse à 90%, ça vous va. Vous voyez mon écran maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est juste un site web qui vend de la nourriture. Donc, et il n'y a rien de... Je ne fais rien de spécial ici actuellement. Donc, je suis en train de vous expliquer un cas de figure. Donc, vous êtes le développeur, vous avez poussé votre code, le testeur a testé, il revient avec la feuille de test, ok, il vous dit, voilà, j'ai testé telle chose, ça n'a pas marché, il vous faut une petite capture d'écran. Le problème, c'est que après avoir corrigé le truc et être passé en production, ça peut aussi casser en production, n'est-ce pas? On voit des cas comme ça. À chaque fois, tu corriges bien ton truc, ça marche en dev, et quand on passe en production, ça casse. Ça ne marche pas très bien. Donc, Google a pensé à ça. Et pour résoudre le problème, au fait, Google a créé cet outil-là qui vous permet, en fait, de faire des tests qui enregistrent, au fait, votre parcours de test, le testing flow. D'accord? Donc, si après avoir cherché chicken, je clique par exemple sur spaghetti and chicken, d'accord?
Donc, j'imagine, je fais un close. Si je veux, je reviens maintenant. Je reviens à mon record. Où est ça? Je ne sais pas si j'ai ouvert deux tables. Ça. Ok, c'est ça. Donc, je reviens à mon record. Vous voyez. Et tout ce que j'ai pu faire sur la plateforme a été enregistré. Regardez bien. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc tout a été enregistré. Oui. Et je peux arrêter. So, je peux stopper. Et donc, quand j'ai stoppé, cette séquence-là est enregistrée ici. Et c'est une séquence de test qui peut être réutilisée à n'importe quel moment. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je peux faire un replay. Et pour faire le replay, c'est très simple. Je vais rapidement, je retourne encore sur mon navigateur, j'ouvre une page vide et regardez comment Chrome va s'amuser avec ça. Chrome va prendre mon truc là. Donc, where is it? Donc, j'ouvre une page vide et sur cette page vide, je vais ouvrir l'inspecteur rapidement. Donc, je suis sur l'inspecteur et l'inspecteur, quand je suis sur la tab Recorder, c'est un nouvel inspecteur, hein, pas l'autre. Oui. Sur lequel j'ai fait le recording de mon test est déjà passé. Donc, ça, c'est un nouvel inspecteur. Si j'arrive sur cet inspecteur-là et puis je fais un play ici, regardez ce qui se passe par ici. Il prend soin de faire tout ce que j'ai eu à faire, tout tranquillement. Donc, dans quelques instants, il va cliquer, il va écrire chicken, normalement. Si on commence par observer en bas là, le find favorite meal. Bon, je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps. Peut-être qu'il essaie de faire exactement le nombre de minutes que j'ai fait. Et là, ça va nous perdre du temps. Je ne vais pas attendre très longtemps dessus. Mais normalement, il va écrire chicken dans quelques instants. Il va cliquer sur search. Il va faire exactement mon parcours de test que j'ai fait. D'accord? Et ce parcours de test-là, je peux le partager avec les autres membres de mon équipe. Donc, je vais là-bas. Je peux venir là. Ok, regardez, il a eu un problème de connexion. Je vois pourquoi il s'est arrêté. Ok. Il a un time out de 5 secondes. Si dans 5 secondes, la page, il essaie de l'ouvrir et qu'elle ne rend pas complètement, il l'arrête. Ok? Donc, mais normalement, si j'ai une bonne connexion, au fait, il va passer cette étape-là et il va faire exactement tout ce que j'ai eu à faire dans mon parcours de test précédent. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux faire un export rapide, d'accord, et enregistrer ce parcours de test-là. Non, ça c'est un import que j'ai fait, donc export. Ok, import, export, c'est un peu bizarre. Je pense qu'ils sont mélangés dans les logos. Bref. Donc, je peux exporter en JSON. Je peux exporter avec Pipito Replay directement. Donc, je peux mettre ça sur mon CI/CD pipeline. Ou bien, carrément, je peux exporter un fichier Pipito. Là, c'est que j'ai Pipito, l'application installée et je l'utilise. Bref, c'est bon pour les tests et ça aide les équipes de dev et les équipes de testeurs à faire le travail correctement. Donc, ça, c'est une étape. Vous avez la possibilité de voir aussi la performance directe, la performance de cette séquence-là. En cliquant sur performance. Encore, ça va prendre du temps. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, ok, si tu permets. Donc, si je comprends bien l'utilité, c'est que si moi je suis un testeur et que j'ai un développeur qui a développé une fonctionnalité, que je décide de tester la fonctionnalité, je fais l'étape là et je partage avec lui pour lui montrer que à tel endroit, j'ai eu tel souci. C'est bien ça, hein? Oui, je peux déposer ça sur le Confluence. Exactement. Je peux déposer ça sur le Confluence de la société. Par exemple, moi, là où je bosse ici, on a implémenté ça chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait au fait? On dépose ça sur le Confluence de la boîte. Et les gars du DevOps, les gars qui s'occupent du DevOps, ils prennent une copie et ils déposent ça sur le job Pipito qui est sur le serveur dans la phase de test. Donc, dans notre phase de test, il y a un job qui fait unit test et il y a un job qui fait automated, voilà. Je crois automated end-to-end test. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sur le job qui fait automated end-to-end test qu'on dépose le fichier JSON qui sort d'ici. Donc, quand le test unitaire va passer,
et que le job qui fait automated end-to-end test va venir, ce job-là va récupérer ce fichier JSON et essayer de l'exécuter. Et il peut l'exécuter en headless. OK? En headless, ça veut dire qu'il exécute le test et puis vous ne voyez rien, mais il vous montre si le test est passé avec succès. Ou il peut l'exécuter aussi en head. Ça veut dire qu'il va exécuter ça et il va ouvrir la page quelque part avec Jenkins. Donc, c'est très utilisé, en tout cas, dans les boîtes qui ont avancé. Ça permet d'éviter, au fait, les problèmes en production. C'est-à-dire que si la feature, elle est faite, les tests sont passés, le QA a validé, et qu'on va sur le serveur de production, et que ça doit tomber, vous découvrez ça même avant que ça tombe. Ouais. Voilà. Donc, je viens sur Lighthouse. Donc, Lighthouse, c'est un outil aussi de contrôle de la performance. Je vous ai déjà dit dès le départ, comme DevTool, c'est beaucoup plus contrôle de la performance, visualisation des requêtes, visualisation du contenu des références. Donc, c'est un peu ça. Et c'est grâce à ça qu'on fait un bon debugging. Donc, là, Lighthouse, c'est aussi un outil qui nous permet en fait de calculer la performance des choses que nous avons de ce que nous avons déployé. Donc ici, la navigation par défaut, c'est un système qui permet de lancer le test de performance dans l'état actuel de l'ordinateur avec la connexion que vous avez et tout. Si vous choisissez de faire avec un time span, ça veut dire que vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres, de choisir des séquences pour pouvoir faire votre truc. C'est la même chose pour Snapshot, mais Snapshot, c'est encore beaucoup plus court que Timestamp. Donc, la plupart des gens font le Navigation Default et c'est beaucoup mieux. Donc, le Navigation Default, ça vous aide, ça prend en compte toutes les informations qui sont ici. Et vous pouvez choisir de tester la version mobile ou la version desktop. Moi, je vais me lancer sur la version mobile. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Si ça prend du temps, je stocke ça. Qui a déjà testé Lighthouse une fois? Moi, non. Bon, ok. En fait, Moi, la non. plupart du temps, la plupart, je ne sais pas, qui a déjà réalisé une PWA, les Progressive Web Apps? Ça dit que vous avez fini de réaliser l'application web de votre boîte et puis votre patron a dit transformez ça en Progressive Web App pour que nos utilisateurs puissent avoir ça sur leur PC avec les fonctionnalités offline. Ok, personne. Ok, Salomon, si tu permets, il y a Ezekiel qui a levé la main qui veut intervenir. Oui, je crois qu'il a quelque chose à dire par rapport à ta préoccupation. Bien sûr. Bien sûr, j'écoute. Ezekiel, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Hein. Je passais juste pour regarder le père Salomon, sa présentation, c'est tout. En fait, quand on a demandé ceux qui ont déjà eu à faire des PWA, etc. Yeah. Donc, voilà pourquoi j'ai levé la main. J'ai vu la discussion dans le groupe de JS Bénin, je crois, hier, mais je suis un peu occupé, donc je n'ai pas voulu trop interagir. Ok. Donc, si tu as réalisé des PWA, je suis sûr que tu es déjà venu sur cette table-là, Lighthouse, qui permet de savoir comment se porte ta PWA en question, spécialement en ce qui concerne ton manifeste et aussi les endroits où tu as placé des trucs qui peuvent être gardés en mémoire. Je ne sais pas si tu as essayé. Oui, bien sûr. Bon, Lighthouse, là, je l'utilise, je dirais, au quotidien parce que le mentorat que je fais chez Open Classroom, là, il y a des projets qui tournent sur les Web Core Vitals et de l'optimisation de la performance. Donc, il y a plein d'outils que j'utilise avec les apprenants à ce sujet. Quoi. Très bien. Donc, je ne sais pas, si ce truc prend trop de temps, je quitte. Mais les gars, si vous voulez, vous pouvez ouvrir n'importe quel website et vous essayer avec Lighthouse. Très bien. Donc, ce que ça fait là, déjà, le site, il est un peu pauvre en termes de performance. Déjà, la performance, c'est 25%, pas terrible du tout. Et puis, donc, regardez, si vous prenez les sites de vos boîtes, quelqu'un avait dit de prendre le site de sa boîte, là. J'ai vu ça en messagerie.
si vous prenez les sites de vos boîtes, déjà vous lancez ça, vous voyez déjà l'impact que vous avez en termes de performance en général sur chaque truc. Déjà, ils ne sont pas PWA, ça c'est one. Le SEO, c'est pauvre. Best practice, c'est pauvre. Je suis sûr que si on cherche, il y a du memory leak qui traîne quelque part. Accessibility, bon, ça reste encore à discuter, mais performance, c'est pas la peine. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez, et les détails sont un peu là. Ok, les détails Seulement, on ne voit pas ton écran. Seulement, on ne voit pas ton écran. Aïe, 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 aïe. Ouais, on voit pas l'écran. Quand j'essaie de revenir, excusez-moi beaucoup pour ça. Yes, I have it. Let me see what is there. Ok, vous avez ça maintenant, n'est-ce pas? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc, let me see. Je parlais de ceci. Voilà, donc, voilà, je parlais de la performance. Si vous avez les sites de vos boîtes, le site d'un client sur lequel vous avez bossé et tout, au moins, quand rien n'est bon là, il faut tout faire pour être au moins à 80 par ici, quoi. Au moins ça. En fait, quand vous vous débrouillez pour être là, le navigateur aussi essaie de vous référencer un peu mieux. Plus vous êtes performant, plus Google essaie de vous référencer beaucoup mieux. En fait. Bon, là, Mais là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les statistiques que tu as là? On aimerait bien savoir comment les lier et tout. Ok, donc, en fait, c'est là l'ensemble des statistiques. Il te donne au fait des petits conseils. C'est des petits conseils pour améliorer ton truc. Ok. Regarde, il dit properly size image. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a testé la version mobile. Ok. Regarde ce que ça donne. Ça, c'est un screenshot hein, qu'il t'envoie là, de ce qu'il a trouvé au fait dans un intervalle de, je pense, combien de secondes? 10 secondes, non? Regarde ça. Il a fallu 10 secondes au fait pour qu'on puisse avoir le premier painting. Si tu te rappelles, au début de truc, j'ai parlé au fait des étapes d'affichage d'informations dans le navigateur et que pour arriver au painting, au fait, il faut juste des millisecondes. Oui. Mais là, il a fallu 10 secondes au fait pour avoir le painting. Et ça, c'est pas bon du tout. Regarde le résultat. Donc, il te donne des petits conseils pour pouvoir améliorer. Il dit, bon, voilà, il faut revoir la taille de ces images-là. Regarde, on a déjà de l'image jusqu'à 1 mégaoctet, 1,2 mégaoctets sur le site. Et ça, c'est rien que des images. Si tu permets, il y a des participants qui ont levé la main. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il va finir de présenter ce qu'il est en train de faire, vous allez prendre la parole pour Sinon, poser vos ils peuvent écrire leurs questions. S'ils écrivent les questions, vous prenez ça et puis vous me lancez ça après à la fin. Donc, on ne perd plus de temps. OK. Donc, après ça, je viens par ici, l'onglet sécurité. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Si vous avez un certificat si vous avez un certificat TLS, un certificat SSL qui est propre, vous avez les résultats ici. Si votre certificat n'est pas valide, eh bien, Google vous le fait savoir. Aussi simple que ça, rien de trop compliqué à dire sur cette table. La table Application. Écoutez, ça, c'est la table que les développeurs utilisent le plus. Je ne pense pas que j'ai du temps à perdre ici aussi. Je peux avancer. Bon, Manifest, c'est utilisé lorsqu'on est en train de faire des PWA. Service Worker, ceux qui ont l'expérience des PWA, vous savez de quoi il s'agit. Storage, PWA, vous savez de quoi il s'agit. Maintenant, le stockage en général web, donc ça, c'est le local storage, vous savez. Indexing database. Bref, je ne rentre pas dans les détails ici, sinon je vous réapprends votre job. Par contre, ce qui est ici, background service, je n'ai jamais utilisé ça. Donc je ne peux pas me lancer et commencer par expliquer de quoi il s'agit. Je n'ai jamais eu le besoin d'utiliser ça. Il y a beaucoup de petits trucs dans le DevTool
que vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser tout le temps. Mais Memory. Alors, Memory, c'est une table qui te permet en fait de voir l'allocation de la mémoire sur les différents fichiers et les différents appels de fonctions qu'il a. Et pour moi, c'est une table un peu compliquée. J'ai plusieurs fois essayé de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bonne information dedans. Mais honnêtement, je ne me suis pas retrouvé. Par contre, il y a un autre endroit où Memory est utile et je vais en parler dans quelques instants. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une idée de comment ça fonctionne et de ce à quoi ça sert vraiment. Je sais que ce qu'on fait généralement avec ça, c'est la comparaison de la mémoire à un instant T et à un autre instant T plus 1. C'est-à-dire que vous avez lancé votre website, vos fonctions sont en train de se charger, vous avez des set timeout, vous avez des API calls et tout ça. Donc, le temps que tout ça là prend là, pour exécuter, le navigateur en JavaScript va allouer une partie de la mémoire à l'exécution de cette tâche-là. Donc, lorsqu'il donne une partie de la mémoire à l'exécution de cette tâche-là, il met en fait une statistique ici. Je vais quand même faire tourner ça. Voilà, donc, il essaie de faire la statistique rapide de la mémoire qui a été allouée à chaque traitement. Donc, vous allez voir, tout ça, c'est les éléments du JS. OK. Ouais, les closures. Et regardez par exemple ici, on a jusqu'à 9. C'est ça, je disais qu'il y a sûrement un memory leak sur leur website. Et je pense que je suis en train d'avoir raison. Donc, on a jusqu'à 9 mégaoctets de mémoire qui est allouée au fait à la compilation de code. Je suis sûr que c'est en train de grossir au moment où je suis en train de parler. C'est un snapshot. Le snapshot, ça se prend à un instant T, comme je le disais à un moment donné. Donc, il y a les closures. Bref, tout ce que vous écrivez dans votre code, quelque part, qui va interagir. Et aussi le code des librairies. Voilà pourquoi on dit de faire attention aux librairies que vous choisissez. Le code des librairies aussi impacte ici. La partie distance, je crois que c'est relatif à l'arbre, au DOM, le tree. J'avais parlé du render tree au début. Donc, c'est relatif à quel instant, en fait, dans le node. C'est-à-dire que si je prends peut-être une balise div, OK, si la balise div contient peut-être 2 autres balises div, le niveau enfant, à quel instant dans le node ma fonction ou bien cette closure-là intervient. Donc, si je prends un autre snapshot, en fait, on pourra comparer peut-être au moment du chargement. Je peux prendre un snapshot au moment du chargement de la page, un snapshot à la fin du chargement de la page, juste pour comparer quelle est la consommation de mémoire. Mais bon, comme je vous le disais, ce n'est pas une information très, très pointue bon, à mon niveau que j'utilise pour calculer la performance. Par contre, ici, la table performance, c'est une table intéressante. Ok, Salomon, si tu permets, avant de continuer sur la table performance, oui. Il faut prendre 1 minute pour répondre à la préoccupation de Jonathan sur... Ok, je n'ai rien vu. Ok, allez-y. Il a demandé, est-ce que l'analyse touche les autres pages de l'application ou bien c'est juste l'entrée? C'est l'entrée. En fait, le truc avec Chrome DevTools, il faut faire très attention. Lorsque vous êtes en train de faire, lorsque vous ouvrez lorsque vous ouvrez l'outil Chrome DevTools là, tout de suite, ce que vous avez, c'est en général basé sur la vue qui est en face de vous. La plupart, par exemple, le record, si je le lance, c'est la vue qui est en face de moi qui sera traitée. Bon, je ne sais pas si Memory va traverser tout le code, tout le projet. Je ne pense pas. Honnêtement, cette table Memory là,
je n'ai pas d'expertise dessus. Je connais juste certaines choses. Et comme ça ne m'a jamais été utile, je n'ai pas poussé ma curiosité trop loin par rapport à ça. Mais je peux vous rassurer que la plupart des autres tabs, au fait, sont centrées sur ce que vous avez à la vue là tout de suite. Ok, d'accord. Par exemple, si je vais dans l'application, ici, tout ce qui sera dans le local storage à un instant T, c'est les choses qui ont été exécutées, tous les local storage get, les local storage set et tout ça là, qui ont eu lieu lors de l'exécution de la page là. C'est eux seulement que vous trouverez là. Vous ne trouverez pas le reste qui sont sur les autres pages, à moins que ces pages-là aussi soient exécutées. Donc, c'est le calcul de la performance qui se passe ici. C'est un peu plus à l'entrée. Et c'est pourquoi il est conseillé au fait d'aller dans l'ensemble des menus de votre page et d'essayer de voir ce que vous avez. Ok, je crois que tu peux continuer maintenant avec Performance. Jonathan, Oui. il a envoyé un pouce, donc je suppose qu'il est satisfait de ta réponse. Ok, Performance. Ok, la table Performance, c'est une table que j'aime beaucoup parce que c'est là où, au fait, moi, quand je veux voir la qualité de ce que je fais, c'est là où je me rends et je vais cliquer dessus. J'espère que ça ne va pas être trop long parce que plus il y a de la matière sur la plateforme, plus vous en trouvez des choses à... Ça pourrait prendre du temps. C'est ce qui m'inquiète un peu. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut lancer ça chez lui et je continue d'abord et après on revient dessus? Parce qu'on va revenir sur Performance Insight et on va revenir sur... Ouais, entre-temps, Performance Insight est à 100%, mais bon, ça n'a pas encore affiché quelque chose d'intéressant. Oui, tu peux cliquer peut-être sur le bouton Stop. Tu vas voir le Stop Record là. S'il est à 100%, tu peux cliquer sur le Stop Record. Ok. Quelque part dans le coin. Ça risque de prendre un petit bout de temps, mais je vais stopper ça. Car 50 secondes, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de recharger votre site web en background, au fait. OK? Et il va essayer de faire un retour global sur la performance du site. Et ce que moi, je regarde sur cette table-là et ce que tous les développeurs devraient regarder, c'est ceci. Je vais cliquer sur Memory. D'accord? Déjà, je clique sur Memory. Look at that. Paf. Voilà. Alors, regardez, l'information importante ici, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà un peu le démarrage du chargement de votre page. OK? Qui sait ce qu'on appelle le garbage collection? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que le garbage collection? OK, s'il y a quelqu'un qui sait qu'il se lance un peu, ça va être intéressant, ça. Je pense que Jonathan, oui, vas-y. c'est en Java que j'avais entendu cette expression pour la première fois. Hein. Very nice, yeah. Go, yeah, I like that. Yes, donc de façon automatique, ça essaie donc de vider les déchets de mémoire pour essayer quand même de libérer l'espace automatiquement, en fait. Yeah, that's it. Oui, bien sûr. So, yeah. Ce que c'est, au fait, le garbage collection, c'est un process, au fait, dans les langages de programmation, comme il vient de le dire très, très clairement, qui essaie de faire le nettoyage de ce qui est sale. Donc, je vous explique. En fait, quand on essaie de stocker quelque chose dans la mémoire, c'est-à-dire une variable, n'importe quoi, et qu'on rappelle ça après, qu'est-ce que nos langages de programmation ont l'habitude de faire? Ils vont appeler une référence. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recréer, ils ne veulent pas recréer ce qui a été déjà déclaré, n'est-ce pas? Donc, il va rapidement faire une référence à la partie de la mémoire où tu as stocké ton histoire. Là. OK? Donc, il y a certains langages de programmation qui sont garbage collection friendly et certains langages de programmation qui sont non garbage collection friendly. OK? Et notre JavaScript, il est garbage collection friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déclare normalement une variable en JavaScript, OK? Le JavaScript va automatiquement allouer une partie de la mémoire à ma variable. Mais si lors de l'exécution du code de A à Z, ma variable n'est pas appelée, ou bien elle est appelée, le traitement est terminé, JavaScript va faire appel au garbage collection qui va faire un petit markdown sur l'ensemble des variables qui ne sont plus utilisées
Et toutes les variables qui ont été prises dans le Markdown vont être supprimées. Donc, dès qu'il a fini de parcourir le code de A à Z, okay, il va commencer par supprimer tout ce qui n'est plus utilisé, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus de référence, au fait. J'imagine, je déclare je déclare let my friend, je mets peut-être Gojanda. Et puis après, j'utilise plus my friend, en fait. Je laisse ça, je finis tout là. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand l'exécution va se terminer? JavaScript va aller supprimer tout ce qui n'a pas de référence. OK? Et donc, c'est à ce moment T-là que notre... Je reviens maintenant sur notre histoire là. Vous voyez mon écran toujours, n'est-ce pas? Non, ton écran est parti. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'avais... OK. So, I'm back. Donc, regardez, la partie la plus importante dans cette histoire, comme je vous l'avais dit, la table performance, c'est une table que j'aime beaucoup. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est le processus que je vous avais expliqué, le painting, le CSS DOM et tout ça. Mais ce n'est pas très important à cet instant. La première des choses qui doit vous inquiéter d'abord, c'est ça. Parce que regardez, vous avez déjà 2000 millisecondes de chargement avant que votre page ne finisse de charger. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a encore des API calls qui s'en vont. C'est ça, hein? Yes. Parce que le CPU continue de lancer et je vois... Voilà, donc les API calls ne sont même pas terminés alors qu'on est déjà... Oula, j'ai perdu les traces de mon WhatsApp. Non, je ne sais pas pourquoi, je viens de perdre les barres que j'avais en bas ici. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu, ça. Par contre, je vais peut-être recharger. Donc, en fait, déjà, la première mauvaise impression dans ce que nous avons là, c'est qu'on a déjà plus de 2000 millisecondes de chargement, alors que Google dit que la page qui se charge très, très bien, une page qui se load très bien, c'est une page qui fait entre 2 secondes et 3 secondes pour finir tous les traitements. C'est-à-dire que s'il y a d'autres traitements qui doivent venir pour modifier l'état de la page, ils doivent être en différé. OK? OK, very nice. Very nice. Donc, voilà ce que j'ai. Vous pouvez voir les appels API. OK? Ça, c'est les fonctions qui sont appelées. Ça, c'est des fonctions aussi. Et regardez tout ce qui est rouge là. OK? On appelle ça du junk call. Le junk call, au fait, ce qui se passe à ce moment, c'est que le navigateur a alloué de la mémoire supplémentaire pour gérer une histoire qui n'est plus d'actualité, au fait. Regardez tout ce qui monte. Tout ça, c'est du memory leak. Tout ça, c'est du memory leak. Parce que, au fait, lorsque votre site a fini de charger, OK, lors du chargement, lorsque le navigateur est en train de faire le painting, il va donner de la mémoire, OK? Et quand il donne de la mémoire, ce qu'on appelle le garbage collection va venir. Et quand le garbage collection vient, il essaie, au fait, regardez, là, c'est un don de mémoire, par exemple. Il donne de la mémoire vers le haut, OK? Et qu'est-ce que le garbage collection fait? Le garbage collection va essayer de ramener la mémoire en bas. Ça veut dire qu'il y a des variables et des trucs qui vont être tués, au fait, parce que la référence à ces choses-là n'est plus active. D'accord? Ces trucs-là doivent être tués. Mais lorsque vous remarquez, vous ouvrez votre site web, le site web de votre boîte, le site web de votre startup, et que vous remarquez déjà, regardez ça. Regardez la ligne rouge. Le garbage collection s'est bien déroulé au niveau de la ligne rouge. OK, et la ligne rouge, c'est quoi? C'est les documents, en fait. Si je n'enlève ça pas. OK, les documents dont nous sommes en train de parler ici, c'est juste le HTML, CSS et aussi toutes les variables qui viennent pour modifier le DOM, c'est-à-dire les endroits où vous avez fait des inner HTML et autres, où vous avez inséré des trucs dans le DOM. Donc, tout ça s'est très bien passé. OK? Donc, vous avez vu, le garbage collection est passé par là. Lorsque la mémoire a été allouée et que le travail est terminé, le garbage collection a ramené la mémoire vers le bas, c'est-à-dire qu'il a fait un clean-up. OK? À un certain moment, peut-être qu'une API a apporté des informations
la mémoire a encore alloué un certain nombre d'espace mémoire pour pouvoir afficher les informations là au niveau de votre navigateur. D'accord? Et quelque part vers la fin, je ne sais pas, j'ai stoppé ça après 15 secondes, mais quelque part vers la fin, vous allez voir que le garbage collection va encore venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nettoyer encore une fois. Donc, lorsque vous avez dans votre code, regardez, des lignes qui montent comme ça, lorsque vous lancez le truc de la performance et vous voyez des lignes qui montent et qui refusent de descendre, ok, alors que votre page a fini de se charger, eh bien, mon frère, si tu fouilles ton code, tu vas trouver des espaces de memory leak. Ça veut dire que tu as fait des erreurs de memory leak quelque part et puis ton navigateur est en train de fournir de la mémoire plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire qu'il fournit de la mémoire pour rien, pour garder un truc dont la référence n'existe plus. Donc, dès que moi je vois quelque chose comme ça, qu'est-ce que je fais? Je commence par chercher dans mes fonctions. Et comment j'arrive à trouver là où l'erreur se trouve? C'est là où c'est intéressant. OK? Je vais d'abord dans mes exports. J'espère que tout le monde m'écoute là sur ce truc parce que tout le monde ne maîtrise pas comment s'en sortir de cette situation. Je vais dans mes exports, OK? Parce que là, vous avez des fonctions que vous avez exportées, vous avez des modules que vous avez exportés, ainsi de suite. Je vais dans mes exports et puis je commente le contenu du module et je transforme le module en un objet vide. Mais si je transforme en un objet vide, on est d'accord qu'il y aura des erreurs qui vont se produire dans les autres fichiers qui sont dépendants de ce module, n'est-ce pas? Est-ce qu'on m'écoute au moins? Oui, on t'écoute. Est-ce que vous êtes perdu ou bien est-ce qu'il y a des questions? Oui. Finis ce que tu as démarré là et puis on va prendre les questions. Ok, d'accord. Donc, pour résoudre le problème, je prends en fait mes exports, je les mets en objet vide. Et quand j'ai mis en objet vide, tout ce qui est en dépendance à cet export-là, si par exemple l'export, une autre fonction appelle la fonction, si un autre module là-bas fait appel à ce module que j'ai transformé en module vide et peut-être appelle la fonction getTask, je vais créer la fonction getTask cette fois-ci, mais je vais retourner seulement le résultat. Je me dis peut-être la fonction getTask retourne un objet qui contient task name et ID. Donc, je retourne simplement le task name et ID sans traitement. Et je reviens encore lancer ma performance. Je reviens lancer encore la performance pour la même durée pour voir si le garbage collection cette fois-ci va aller vers le bas. Là, dès qu'il va vers le bas, sur cette fonction, sur ce cas particulier-là, je sais automatiquement que voici le module au fait dans lequel se trouve mon memory leak. Et là, je vais contrôler le module au pain fin. Donc, voilà la méthode. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que Google va le faire, mais il n'y a pas encore une méthode depuis cet endroit-ci qui va vous montrer exactement là où se trouve l'erreur. Okay. Mais cet outil est déjà très, très bon. Cet outil est déjà très bon pour s'en sortir. Si vous n'avez pas compris lors de ma présentation, vous pouvez encore aller chercher sur Internet comment master cet outil-là pour pouvoir retrouver les memory leaks et autres. Vous allez kiffer, quoi. Ok. Donc, Jonathan, vas-y, pose ta question. Oui, c'était la question déjà qui a été répondue. C'est comment identifier la ligne même où se trouve le memory leak. Parce que s'il faut faire par élimination de cas, si déjà mon code n'est pas bien modulaire, donc c'est problématique. Tu as intérêt à ce qu'il soit modulaire pour que tu puisses faire de la maintenance régulière. C'est pourquoi si vous occupez, si vous permettez, si c'est le code écrit par quelqu'un d'autre, et que je dois travailler dessus. Une autre question. Oui, Aurel. Vas-y, pose ta question. Tu as levé la main. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. En fait, j'aimerais bien savoir, c'est quoi un memory leak et un exemple de memory leak. Oui, c'est ce que j'expliquais et c'est pourquoi j'avais demandé le garbage collection. Alors, regarde, je t'explique. Je répète encore, les langages de programmation, il y en a certains qui sont garbage collection friendly et non garbage collection friendly. Et notre JavaScript, il est garbage collection friendly. Ça veut dire que derrière, quand il finit de lire ton code et il passe à l'exécution là, quand il voit que cette variable que tu as déclarée vers le row, il n'en aura plus besoin pour la suite. OK?
il appelle le garbage collection qui va faire un markdown. Il va aller marquer en fait l'ensemble des références qui doivent être supprimées. Et donc, dès que le code a fini d'être exécuté, ça dit que dès que la page a fini d'être chargée, et les API calls sont passés et tout, le garbage collection va aller faire le clean-up. Et quand il fait le clean-up, il libère de la mémoire. Maintenant, le problème, le memory leak intervient quand? Ça intervient lorsque, par exemple, tu as créé un truc, OK, qui a fait référence, OK, mais à aucun moment, JavaScript a pu remarquer que ce gars n'utilise plus ça. Imagine, je vais montrer des cas de memory leak. Ah, j'avais prévu ça aussi. J'avais prévu ça. Désolé. Bon, regardez, ça, c'est un cas de memory leak. Vous voyez mon écran, non? Oui. Bon, regardez, ça, c'est un cas de memory leak, OK? Là, le gars, il rentre dans la fonction et il oublie de mettre un let. Le let, s'il avait mis le let, au fait, JavaScript allait prévoir un espace mémoire particulier pour cette variable-là. Mais vu qu'il n'y a pas de let, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une idée. Il va ajouter ça à l'objet window. OK? Et vous êtes d'accord avec moi que l'objet window est toujours actif jusqu'à ce que votre page se ferme. Vrai ou faux? Hello? Vrai. OK. Donc, si la page, si le traitement se poursuit jusqu'à la fin et que tu as fait ça là dans ton code par erreur et que tu continues de faire usage de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller mettre ça dans l'objet window là-bas. OK? Et ça ne va jamais se supprimer parce que le garbage collection ne va pas quand même aller supprimer un truc de l'objet window qui est encore actif. Est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça la chose. Voilà un cas de memory leak. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, ça, vous le connaissez très bien. Les intervalles, les set timeout et autres qui ne sont pas effacés. Donc, normalement, avec ceci, je devais finir avec un clear interval ou bien un clear timeout quelque part pour pouvoir éteindre un set timeout et autres. Parce que dès que vous faites ça, en fait, il va allouer de la mémoire pour pouvoir calculer le timeout. Mais vous n'avez pas supprimé. Donc, il y aura memory leak. Voilà encore, j'ai prévu encore de vous montrer un autre cas de memory leak. Un autre cas de memory leak, le voilà. Donc, vous avez une fonction bien déclarée, vous avez une variable bien déclarée à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous faites? Au fait, c'est une closure. Donc, vous retournez une autre fonction. D'accord? Et quelque part dans votre code, au fait, vous avez peut-être stocké la fonction pour pouvoir faire une réutilisation ou bien vous l'avez exporté quelque part. D'accord? Et vous avez peut-être, en faisant un export, j'imagine que vous avez fait un truc du genre. Look at that. Export, something like that. OK? Et puis, au milieu de l'usage, en exportant ce truc-là, vous avez fait appel à ça. Vous voyez comment c'est facile de créer des memory leaks? C'est tellement facile. Moi-même, ça m'arrive. Et j'en crée. Et quand je crée ça, quand j'ai fini le projet, je vais regarder ma console performance pour voir si je n'ai pas créé des dégâts. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, au fait. Donc, tu essaies d'exporter ceci pour usage ultérieur et malheureusement, te voilà en train de prendre ceci. Et quand tu prends ça, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller chercher une référence complète de ça. Et comme c'est une fonction et que c'est en cours d'exécution, le garbage collection ne va pas supprimer. Et donc, on se retrouve dans un cas de memory leak, tout simplement. Encore pire, lorsque ça va être appelé. On est d'accord? Bon, regardez, le memory leak, c'est un sujet un peu vaste. Il faut aller chercher autour de ça. Je pense qu'il doit y avoir 10 cas. Il y a jusqu'à 10 cas là, comme ça. Il faut chercher à les comprendre. Il y a aussi un cas qu'on appelle le circular call. C'est-à-dire que tu prends un objet et dans les attributs de l'objet, tu as collé un autre objet. Et dans l'autre objet là-bas, il y a aussi un appel qui fait appel à un nouvel objet. J'imagine que tu as 2 objets au fait. Et dans les attributs de chaque objet, tu fais appel à chacun. Donc, il y a un appel circulaire qui est là. Et le gars ne fait que tourner sur lui-même au fait. Memory leak. Maintenant, c'est quoi les conséquences du memory leak? C'est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre page va commencer par planter, votre navigateur va commencer par faire un misbehaving là. Et l'utilisateur va simplement s'en aller parce que bon, vous avez remarqué que tout de suite, j'étais en train d'écrire dans le input et puis ça ne passait pas, vrai ou faux?
Je vous disais que le Ouais. site devait avoir un problème. Mais c'est juste parce que le CPU était tellement occupé. Regardez, il écrit long task. C'est parce qu'il est juste en train d'allouer de la mémoire inutile, au fait. Le CPU est juste occupé à allouer de la mémoire inutile. Donc, vous faites attention seulement à regarder ça. Lorsque vous voyez une ligne infinie qui ne fait que grandir, qui ne fait que grandir, qui ne fait que grandir, là, vous comprenez que, il y a un problème. Regardez, c'est le JS Heap. Vous pouvez voir les couleurs, les différentes couleurs qui montrent les lignes. En général, c'est ici que ça se passe. Look at that. Vous voyez le JS Heap. OK, donc, quand je vois ça, je sais que j'ai un memory leak et je vous ai déjà expliqué ce que je fais. Je vais juste annuler mes modules, la fourniture de mes modules un par un. Maintenant, ça peut être très compliqué lorsque c'est une grosse app. C'est pourquoi lorsque vous avez fini et que vous voulez pousser là, lorsque vous avez fait votre test final de tout ce que vous avez créé, vous voulez pousser le code, c'est bien de venir faire ces choses-là. Bon, c'est bon, tu as fait ton code, ça fonctionne. Mais, et derrière? OK, donc j'ai fini avec la colonne performance et ce que j'ai l'habitude de regarder sur performance pour m'en sortir. Si vous avez des questions, on regarde. Il y a Jonathan qui a levé la main. Jonathan, vas-y. Oui, très rapidement. Je veux savoir si... Personne, Jonathan a un peu trop parlé aujourd'hui. Il y avait Come again. Come again, please. Donc, Laisse-le poser sa dernière question et puis on va prendre notre personne d'abord. Il ne faut pas que ça soit monotone. Okay. On va prendre notre personne. Il y avait Lionel, il y avait Tawal qui avait levé la main. Finalement, on a fait les 21h30, les gars. Je t'avais dit non. Je t'avais dit. Vous m'avez amené à faire les 21h30. OK, allons-y, faisons vite. On prend notre personne avant que Jonathan ne prenne la parole. Maintenant, s'ils ont déjà trouvé une solution à leur problème, c'est bon. Lionel et Tawal, c'est bon. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient levé la main. Bon, salut. Vous me recevez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, c'est pas une question, c'était sur la section Lighthouse. OK. Oui. Yes. Tu avais demandé s'il y en avait qui l'avaient utilisé et tout. La petite blague, c'est que dans la commune React, c'est Lighthouse qui est souvent très rapidement utilisé pour dénigrer les performances de, comment on appelle ça, des applis développées avec React. Ouais. Donc, c'est plutôt mon moi, je disais... Of course, yes. C'est comme ça. Maintenant, je disais, au fait, est-ce que quelqu'un utilise ça en entreprise en cas d'utilisation en développement, quoi? Bon, ça, c'était pour des projets perso. Sinon, ce que je fais, c'est souvent les amis ou des boîtes qui sont orientées des front-end. Je vais souvent sur le site pour quand même voir leur score et voir si à peu près ils ont de belles performances. C'est tout. Bon, en fait, la chose que vous devez savoir, c'est... Allô, Salomon, je ne te coupe pas. Yeah. Est-ce que c'est un apport ou bien c'est une question? Là, on voit les questions. Oui, il a fait un apport, en fait. Il dit au fait que c'est un truc qui est très utilisé dans la communauté React. OK, écoutez, si vous savez gérer les histoires de performance, vous allez faire un peu de cash dans le freelance parce que souvent, les boîtes viennent avec ces problèmes-là, elles vous déposent ça sur la table, elles sont prêtes à payer pour que quelqu'un vienne les sauver de cette souffrance-là. Et si vous savez lire correctement cette apps-là, je vous conseille de faire encore plus de recherches sur ce que je suis en train de dire là. C'est un très bon point développeur front-end de savoir en fait ce qui se passe sur l'ensemble de cette apps-là. OK, donc je vais partir sur Network. Voilà, bon, ça, c'est les tables sur lesquelles je n'ai rien à vous enseigner. Vous savez tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est les appels API. Donc, ce que je peux dire ici, nous avons, bon, je ne sais pas si, mais vous devez aussi le savoir, surtout les DevOps doivent le savoir. Les API, les appels API qui sont faits par nos navigateurs sont parfois faits avec du HTTP2. OK? Et il y a un certain nombre de requêtes concurrentes qui peut partir. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de requêtes, un certain nombre d'appels qui doivent se faire et que vous avez atteint le nombre, il y aura des appels API qui seront mis en queue. Donc, vous pouvez voir
queued, queued and started, queuing, et tout ça, toutes ces informations-là. C'est parce qu'au fait, à un moment donné, l'HTTP, le module HTTP 2 ou HTTP 1, selon le cas, qui a fait l'appel API, a été submergé. Le site, et tout ça, c'est des informations très importantes, au fait. Lorsque vous voyez ce genre de choses, que plusieurs appels API ont été stoppés à un moment donné pour que d'autres passent, ça veut dire que déjà, il faut différer les appels API. Avec le mot-clé diffère. Je ne sais pas si c'était ça. Vous pouvez voir, au fait, avec votre framework, comment on peut faire en sorte de différer certains appels API. Ou carrément, de voir à quel moment vous faites les appels API dans vos composants pour pouvoir éviter ces cas-là. Surtout quand on a une page qui fait appel à beaucoup d'API dès le départ. Ce n'est pas très, très intéressant. Vous pouvez aussi parfois négocier avec vos designers, leur montrer, au fait, les problèmes de performance qui peuvent survenir lorsqu'on fait certains choix. Pour la petite anecdote, moi, j'avais bossé dans une boîte où mon designer, il fait beaucoup de trucs fashion, quoi, mais il ne sait pas ce qui se passe derrière avec tout ce qu'il fabrique, au fait. Et il a fallu, au fait, que je prenne le temps de lui montrer, au fait, quand tu fais ça, quand tu me demandes d'afficher tout ce lot de trucs-là, en une seconde sur la page, tu nous mets en difficulté, au fait, parce que on fait beaucoup d'appels API, il y a beaucoup de temps de latence. Et ça, ce n'est pas intéressant pour la performance. Donc, voilà, vous pouvez quand même avoir un coup d'œil sur ces trucs-là. Lorsque plusieurs API sont delay avant le call, avant d'être appelés là, ça veut dire que vraiment, il y a de la tâche à faire, quoi. Le network fait beaucoup de tâches, en fait. Bon, okay. Le reste, je ne vous apprends rien, comme je vous le disais. On va laisser, il y a Ezekiel qui a levé la main. Vous avez une question ou bien un apport. Donc, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci Jules. Merci. C'est toi le père. En fait, j'aimerais savoir, quand tu as dit que au lancement de la page, il y a plusieurs calls qui se font là. Je veux comprendre, c'est des API REST ou bien c'est de la ressource CSS à 7 qui est téléchargée. Oui, regarde, tout ça la compte dans le jeu. Tout ça, c'est-à-dire les appels API, le CSS, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça là va sur ton serveur. Et le navigateur, lui, il reçoit ça via Internet. C'est pourquoi la console network, quand on appuie sur All, regarde ce qu'on obtient. Donc, en fait, tout ça là fait partie des appels. Tout ça là fait partie des appels. Mais quand je parle des appels API, c'est ce que toi-même tu écris dans ton code. OK? Mais tu parles des requêtes. Network, tu parles des requêtes. Oui, bon, si je veux parler en général, je parle des requêtes. OK. Regarde, écoute. OK. Sur ce coup-là, je suis en train de parler de tous les appels API qui ont eu lieu. Regarde. Par exemple, voilà un fichier JS, voilà un fichier PNG. Ça, c'est un appel API aussi. Hein? Oui, je suis d'accord. Regarde, c'est des requêtes qui sont appelées. Voilà, donc tout ça, c'est des appels API. Maintenant, ajoutez à ça, lorsque dans sur la page d'accueil ou bien sur votre truc, vous avez déjà aussi beaucoup d'API qui sont appelés dès le départ. Vous apportez en fait une charge énorme. En fait, vous apportez une charge énorme au HTTP 1 ou HTTP 2 qui est utilisé selon le cas, et il va mettre certaines choses en queue. Quand il met ça en queue, il augmente le temps de chargement de votre page, tout simplement. Mais la problématique, c'est que lorsque tu charges une page pour une première fois avec des ressources comme ça qui sont au niveau des assets et tout là, après le navigateur il met tout ça en cache. Donc quand tu reviens sur la même page après, il ne retélécharge plus. Nice one. Oui, bien sûr. Il y a aussi cette particularité-là. Donc, le problème se pose beaucoup plus lorsque tu lances pour la première fois le site sur ton navigateur. C'est ça. Ouais, bon, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, moi, le conseil général que je donne par rapport à ça, c'est de faire en sorte de moduler au fait l'application. Il faut moduler l'application au maximum pour que tout ce dont on a besoin ne vienne pas s'agencer sur une seule page dès le départ, quoi. C'est pas bon pour les calculs de performance aussi.
Ok, donc est-ce que tu penses Donc, si que c'est possible, faire du lazy load réglera ce problème en général? le lazy loading. Bon, honnêtement, je ne sais pas l'effet du lazy loading sur le networking, pour être honnête, mais je pense que Parce que est-ce que là, le lazy loading comme il y a empêchera les beaucoup, appels? normalement, comme il y a beaucoup d'images et de fichiers JavaScript et tout ça, donc quand tu parles de diffère et tout ça, c'est du lazy loading. Yeah, Donc en gros, là, on va yeah, essayer yeah, yeah. de lazy load les assets là pour éviter que Les images. voilà, les images et tout ça, tout ce qui est asset, tout ce qui appelle JavaScript et tout ça, qui peuvent être faits sans atteindre quand même l'affichage sans jouer sur l'affichage du site, en fait. Oui, voilà. Mm. Donc, oui, il y a aussi c'est un bon apport. Il y a aussi le keyword lazy qui est utilisé sur les images que je vous encourage à utiliser très très souvent. Il faut chercher le keyword là. Je pense que c'est arrivé il y a environ 2 ans. C'est le keyword lazy qu'on peut ajouter sur les images, sur certains assets quand on est en train de les charger. Et ça fait en sorte que dès que l'utilisateur n'a pas scrollé dessus, ça ne sera pas appelé. Yes, thank you. Maintenant, j'ai une dernière chose. Désolé. Comme tu parles des ressources, Ouais, on y va. parce que au niveau des ressources, là, si vous voyez en bas, vous allez voir qu'il y a la taille des ressources. Donc, actuellement, on a 6,7 mégaoctets. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu conseilles, parce que ça, je l'ai déjà demandé la dernière fois au DFS Paris, là, par rapport à cette problématique, est-ce qu'il y a une extension, d'accord, un type de fichier image que tu conseilles pour pouvoir être utilisé sur les sites web? Parce que là, tu as beaucoup de PNG, certainement, qui vont peser peut-être. Est-ce que tu conseilles un type? Puisque tu as parlé de designer, de Oui, bagarre, de se commander tout à l'heure. Donc, oui, c'est j'aimerais tellement savoir. funny. Parce que tu sais, regarde, le problème de l'histoire le problème là, c'est que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, les gens ne s'entendent toujours pas sur cette histoire. Je pense que, je pense moi, qu'il faut juste tout faire pour pouvoir avoir des fichiers qui ne passent pas les 150 kilooctets. Tu vois? OK. Parce que quand on est déjà à 150 kilooctets là, oui, je pense qu'il faut juste utiliser des logiciels de mimification pour réduire. Ça peut réduire la qualité de l'image, mais pas réduire totalement, quoi. Il faut traiter les images. Donc, pour toi, peu Il faut importe juste traiter les l'expression, images afin d'avoir c'est pas un problème de type d'image, hein, c'est juste un problème de minification, si je en fait, comprends bien. à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles par rapport à ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui disent d'utiliser juste le WebP. Il y a d'autres Voilà. personnes qui disent, OK, utiliser le PNG. Il y a d'autres personnes qui viennent et disent utiliser le JPEG. Tu Et il y a vois, aussi, c'est qu'il n'y il y a a pas aussi d'école. Il il y y a a plusieurs AVIF écoles. également qui est très recommandé. Donc, WebP, AVIF. Moi, personnellement, moi, j'ai essayé, j'ai testé ça. J'ai testé ça et quand OK. je suis passé de PNG déjà à WebP, je n'ai pas eu ce que je voulais. Mais quand je suis passé à AVIF, j'ai eu exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, l'image a été réduite drastiquement, hein, drastiquement divisé par 4 peut-être, même pas 5. Donc voilà pourquoi je pose la question souvent quand j'ai OK. l'opportunité de prendre un limite pareil, quoi, pour avoir l'avis de chacun de ceux qui ont essayé. Ouais, mais mon cher, il y a plusieurs écoles par rapport à cette histoire. Et moi, au fait, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas atteindre les 150 kilooctets. C'est un conseil de Google aussi. Ok, Donc, je préfère suivre ça comme ça, quoi. Je fais tout pour ne pas atteindre les 150 kilooctets. Et super. j'en parle aussi en fait, les devs, vous devez essayer de trouver la cohésion entre vous et les designers, quoi. Parce que le gars, lui, il ne comprend pas. Lui, il est là, il fabrique seulement des trucs là-bas. Il ne comprend pas l'incidence parfois de certaines choses. Et il faut parfois leur expliquer ça. Et essayer de les faire comprendre. Bon, je sais que beaucoup de devs aussi, là, on veut produire du code seulement et nous reposer. Bref, je viens sur l'une des tables les plus importantes. OK? C'est la table source. OK? Et puis, la table source, je vais juste choisir quelque chose ici. J'avais prévu un bout de code là que j'allais prendre pour jouer avec. Mais bon. Ou carrément, j'utilise ce que j'ai. Bon, j'utilise ce que j'ai. Alors, comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Bon, la table source, les gars, normalement, vous devez savoir la manipuler. Oh, ma batterie veut me lâcher. Et là, la SBE nous a déjà fait la fête par ici. OK. Est-ce que vous voyez mon écran au moins? Oui, on voit ton écran. Hello. Oui, on voit ton OK. écran. Donc, OK, les gens sont en train de rire parce que la SBE nous a déjà fait la fête. Bien sûr, ça, c'est récurrent ici au Nigeria. Donc, j'imagine que je suis en train de manipuler un bout de code et puis je me retrouve avec un bug et je ne sais pas d'où ça vient, en fait. OK. Donc, là, notre éditeur de test, notre navigateur avec Chrome DevTool nous offre la possibilité d'observer en fait, l'état des variables, surtout l'état des variables à chaque étape du chargement de la page. Et pour le faire, tout simplement, il y a ce qu'on appelle les breakpoints. OK? Donc, les breakpoints, au fait, c'est juste des petits... Je vais placer un breakpoint quelque part, par exemple là. OK. Les breakpoints, c'est juste des points d'arrêt dans le code, dans l'exécution. Mais on ne place pas les breakpoints n'importe comment. On place les breakpoints à partir de l'endroit où on ne comprend plus ce qui se passe. J'imagine que vous êtes en train d'écrire votre, de coder votre appli et arriver à un certain niveau. Arrivé à un certain niveau, je suis bloqué. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, mais je suis sûr de mon code jusqu'à un certain point. D'accord? Donc, je peux placer un breakpoint quelque part. Et puis, dès que j'ai placé le breakpoint, je reload. Where is this thing? Let me see. OK, c'est ça. Donc, je reload et je vais revenir. Donc, voilà. J'ai placé un breakpoint. OK? J'ai rechargé. Et quand je recharge, j'ai accès à un certain nombre de choses. Regardez, ça, c'est par exemple un bouton, comme il écrit, qui permet de partir d'une fonction à une autre. OK? Si je fais ça, il va au prochain appel fonction. Si je fais ça, il va au prochain appel d'une fonction. Si je fais ça, il va au prochain appel d'une fonction, ainsi de suite. OK? Ça, par exemple, ça permet au fait d'aller vers la prochaine fonction. OK. OK, je vais passer le debugger, c'est ça. Hein? C'est ça. OK. Je recharge. OK. Donc, par exemple, avec notre outil, on a la possibilité de voir les différents objets qui sont associés à la variable que nous avons ou à l'objet que nous avons. OK? C'est possible aussi d'itérer, de passer sur une itération. Je vais recharger encore. Bon, là, déjà, la page que cette histoire load un peu trop parce que j'ai laissé un memory leak sciemment à l'intérieur pour vous expliquer, mais je suis déjà passé dessus. Donc, ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est qu'on peut observer l'état de certaines variables. J'enlève ceci, par exemple, je vais faire un reload encore une fois. D'accord. Et je vais décider peut-être d'observer le contenu de first name à chaque fois. Donc, je vais copier first name. OK. Je copie first name et puis je l'amène quelque part là. Vraiment, la session, elle a pris du temps. Donc, pour écrire une nouvelle variable, tu cliques sur plus, tu mets ça là simplement et tu valides. Tout simplement. Donc, au moment où la variable n'existe pas encore, tu ne verras pas d'informations. Mais après, lorsque tu commences par passer en exécution, donc là, c'est un mapping et j'essaie d'itérer à l'intérieur. Donc, quand j'itère à l'intérieur, tout ce qui est suivi par le mapping est impacté. Parce qu'on est dans la fonction du mapping. Donc, j'ai quelque chose ici qui donne le scope. Donc, j'ai le local scope, j'ai le global scope qui est là, que je peux observer. Et donc, vous pouvez remarquer que le local scope contient first name parce que je suis à l'intérieur de ma méthode. Donc, ça me permet au fait d'observer le contenu de ce que j'ai au lieu de rester là à mettre des console log.
Les amis qui aiment mettre les consoles log dans le code là. Et après, quand un autre développeur vient prendre ça, il a toute une journée pour effacer des consoles log. Bon, quand je dis ça, c'est une blague, mais on peut faire une recherche, rechercher tout et effacer, mais c'est pas intéressant, quoi. Vous voyez, non? Donc, il faut, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de mettre des consoles log un peu partout et vous pouvez utiliser ceci qui vous permet, en fait, de voir à peu près la partie de votre code qui ne marche pas. Donc, vous pouvez, avec ceci, vous pouvez itérer. Avec ceci, vous pouvez itérer. Avec ceci, vous pouvez passer au prochain appel fonction. Avec ceci, vous allez au précédent appel fonction. Avec ceci, vous passez juste à l'exécution de la prochaine fonction qui suit directement le grand bloc. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez les différents breakpoints que vous placez là qui s'affichent. Par exemple, regardez le breakpoint que j'ai mis sur main, qui est là. Si je l'enlève, il disparaît, tout simplement. Avec ça, vous pouvez observer vos variables. Vous pouvez observer l'état de vos fonctions tranquillement, sans avoir, au fait, à mettre des trucs inutiles, des trucs dont on n'a pas besoin dans le code. Si quelqu'un a une question dessus, vous venez. Sinon, j'avance et puis je pense qu'on est déjà en train de finir. Oui, il faut avancer parce que avec le niveau de ta batterie on a fini le temps. Et aussi bon, le console, tout ça, donc. Oui, console, je ne vais pas venir dessus. Vous connaissez déjà. C'est ceux qui aiment faire les consoles log qui sont plus forts que moi là. Donc, maintenant, voilà, ça c'est élément. Je vais juste expliquer rapidement. Voilà, un problème commun que les développeurs Fontaine rencontrent. Vous êtes là, vous avez un bout de code quelque part, vous avez écrit du CSS, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Votre CSS ne réagit pas comme cela se doit. Et il semblerait qu'il y a peut-être il y a un autre bout de CSS quelque part qui est en train d'apporter des modifications à votre CSS actif actuellement et vous essayez de savoir d'où ça vient. Et la plupart des gens viennent dans style seulement. Quand ils ont fini de chercher, ils ne trouvent pas. Ils s'en vont. Mais la réalité, le problème se trouve ici. À Computed. En fait, Computed, il va vous montrer tout ce qui a de l'effet sur votre truc. Tout, de A à Z. Regardez, s'il y a un box sizing, même si ça vient d'une autre propriété, il vous le montre. Même si c'est une autre propriété qui impacte, il vous le montre en détail. Donc, si vous êtes perdu comme ça, vous venez sur Computed, vous vérifiez si tout ce que vous avez vu dans Computed est déjà ici. En général, il y en a beaucoup plus. Donc, du coup, vous pouvez vous retrouver facilement en allant sur le bout de CSS qui pose problème et en le corrigeant. Bon, layout, si normalement j'avais des flexbox et autres, il allait me montrer là où sont les différentes flexbox. Et quand je clique, ça m'amène dessus, simplement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, les différents event listeners. Moi, je n'ai mis qu'un seul event listener dans mon exemple. Les breaking points, on peut placer un breaking point sur le CSS et là, en fait, c'est pour débugger les animations. Vous avez une animation qui va un peu vite. Vous voulez voir comment elle se comporte dans le temps. Vous pouvez retrouver en fait, l'élément sur lequel l'animation est. Vous mettez un breaking point dessus, vous reloadez la page et vous pouvez observer en détail qu'est-ce qui se passe sur cet élément particulier. Bon, property, c'est la propriété qui est liée à l'élément actuellement sélectionné. L'élément actuellement sélectionné, c'est Windows. Accessibility, les développeurs qui font de l'accessibilité, vous avez accès à l'ensemble de vos attributs d'accessibilité ici. And state, bon, je n'ai jamais utilisé ça, je ne sais pas quoi dire à propos. Bon, les gars, je pense que je suis passé sur tout Chrome DevTool. Malheureusement, je n'ai pas pu voir Performance Insight. Tu peux ouvrir ça rapidement? Bon, je vais l'ouvrir, mais je ne vois pas quelque chose d'intéressant ici quand même. J'arrête mon partage. Oui. Attends, monsieur Ezekiel, vous pouvez prendre la parole pour si vous avez une contribution ou une question. Non, mais bon, il a déjà arrêté le partage. Je voulais dire qu'au niveau de style, dans l'expression de Chrome, là, il y a aussi d'autres choses qui peuvent aider, c'est-à-dire déclencher quelques classes, soit actives, soit des pseudo-classes hover ou tout ça, en fait. Parce que parfois, on essaie de débugger sur cet élément-là et
on se perd, mais bon, on peut le faire, hein. Pas besoin de faire une Yes, yes, interaction. yes, yes. On peut déclencher ça. Maintenant, l'autre chose que moi, je voulais Bon, te bon. demander, Salomon, c'est est-ce que tu as testé la partie recorder de debugger de Chrome? Ouais, j'ai testé et j'ai kiffé, mec. OK. Parce que c'est quelque chose qui est en bêta test. En gros, c'est quoi? C'est pour vous permettre de faire comment dirais-je, des tests end-to-end sans pour autant passer par les outils qu'on connaît classiques, à savoir Cypress, Playwright et autres. Donc, moi, j'ai vécu la Ouais. démo en live au DFS Paris, là, et franchement, j'ai kiffé parce que Waouh, là, c'est tu trop fais propre. tout de façon très, très interactive avec la partie là. Et ensuite, tu peux exporter le code final là dans ton projet Cypress ou Playwright. Donc, en gros, Google, c'est quoi la philosophie? L'équipe Chrome, là, c'est d'avoir un navigateur qui dépasse même ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, tu fais tout sur le navigateur, Voilà, tout ce quoi. qui est test end-to-end, et après, tu exportes ton truc et tu le mets dans ton projet, tu continues. Pardon. Si ceux qui sont curieux, là, moi, je vous Voilà. encourage à aller regarder le code. C'est bien documenté hein, sur la documentation de Chrome, Chrome Dev, tous. Donc, il y a tout là-bas. Et il y a une série d'exercices que c'est la DevRel hein, de Chrome là, qui nous a fait ça un peu pendant le workshop et tout. Donc, pour les curieux, allez, c'est intéressant et Voilà. très, très interactif. Tu étais là quand j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça en début, au fait, mais tu n'as pas Non, rejoint en mais début. j'ai rattrapé le mythe en Ok, cours. ok. Désolé. J'étais passé dessus déjà. Ok. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et ça, en fait, ça évite, au fait, les problèmes en production. Moi, en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça évite les problèmes en production. Ma batterie est à 9%, on ne pourra pas en parler, mais les gars, allez chercher. Écoutez, le DevTool de Chrome, en fait, c'est un outil que le développeur web doit maîtriser parce que ça ne peut que vous aider, quoi. Ok, bro, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Ton truc là, c'est toujours à quoi? Combien de pourcents là? Bon, tu as demandé de cliquer sur le bouton Stop Recording quand c'était à 100%. Je l'ai fait et c'est ce Ouais, que ouais. ça affiche depuis. Bon, écoutez, je vais vous dire, puisqu'on ne peut pas envoyer ça tout de suite, ce à quoi ça sert, c'est très simple. Lorsque vous lancez Performance Insight, vous voyez, on avait lancé Performance, il nous a juste donné des pourcentages, il nous a dit un peu de tout ce qu'il faut faire. Performance Insight, quand tu le lances, il te montre au fait à droite, ok, la liste des longues tasks, des longues tâches qui ont été effectuées. Et quand tu cliques sur chaque tâche, il te montre au fait exactement le fichier qui est en cause. Bon, ça, c'est avec un peu de chance, hein, parce que lorsque c'est mimifié, là, tu es foutu. Mais en général, lorsque c'est une image ou bien lorsque c'est un fichier unitaire qui est en cause de ta baisse de performance, il te montre sur ce coup-là que c'est un fichier de ce genre qui est à la base de ta baisse de performance. Et tu peux aller rapidement modifier la taille du fichier. Les histoires de performance, c'est un autre match. Les gars, ma batterie va s'éteindre. Je suis à 7%. C'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que je ne vous ai pas laissé sur votre faim. Ok. Tu nous as laissé sur la fin. Est-ce que vous avez Effectivement, tu nous as laissé sur la fin parce que là, tu pars en. Comment on appelle ça? C'est quoi l'expression? Bon, ça m'a échappé. Qu'est-ce que vous espérez que vous n'avez pas vu, par exemple? Qu'est-ce que vous espérez que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous attendiez que je n'ai pas fait, par exemple? Moi, personnellement, à mon niveau, j'aurais bien aimé avoir le résultat au niveau de Performance Insight. Parce que, bon, pour les autres, on est allé jusqu'au bout, ou bien on a eu quand même un aperçu de ce que ça doit être, mais par rapport à Performance la Insight, documentation de Chrome, la documentation de Chrome DevTool, elle est toujours là. Vous pouvez sauter dessus, vous allez vous faire plaisir. Je peux intervenir rapidement. En fait, je ne sais pas si, est-ce que tu as parlé du coverage? Test coverage? Oui, dans le. Non, pas du test coverage, du code coverage sur le debugger de Chrome, en fait. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais de Lighthouse, au niveau des performances, parfois il te dit que tu as du code inutilisé. Donc, du coup, comment on essaie de résoudre ça? C'est d'aller sur des buggers de Chrome là. Vous avez une partie coverage à côté de l'icône d'ellipsis là, ellipsis verticale là. Vous avez du code coverage. Et là-bas,
lorsque vous chargez J'ai le jamais fichier, utilisé ça, mais je sais que ça existe. ah, ok, lorsque vous chargez le fichier que vous voulez là, le fichier concerné, vous allez voir que il vous marque en rouge toute la partie du code JavaScript qui n'a pas été utilisée. Pareil pour le CSS. Et donc là-bas maintenant, c'est à vous de commencer à faire un grand nettoyage. Moi, je l'ai testé, Vraiment. il est très efficace. Maintenant, sauf qu'il faut faire attention parce que, comme Salomon l'a dit, c'est la page que vous avez devant vous là. C'est ça qui fait son test. Donc, si vous effacez du code que d'autres pages utilisent, vous allez créer des régressions et des bugs. Mais quand même, vous voyez la quantité de code inutilisé sur une page et c'est très efficace pour vraiment optimiser vos Ouais, sites. ouais. En fait, dès que vous découvrez ça, moi, je vous conseille, au fait, dès que vous avez supprimé tous ces problèmes-là, c'est le problème de testing, quoi. Lorsque vous n'avez, c'est pourquoi vous d'écrire souvent les tests unitaires, d'écrire les tests end-to-end. Parce que quand tu as supprimé le truc, Hibernate. OK, mon PC veut s'éteindre, les gars. Ok. Bon, allez, Donc, désolé, les gars. Et j'ai déjà merci, passé le temps merci. de la réunion. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la présentation. C'était une très belle présentation. On a appris pas mal de choses. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et tout. Je vais On laisser dit merci à Horace, Amen aussi. oui, pour ses différents apports et tout. Donc, je vais laisser la parole à Horace pour conclure tout ça et je vous souhaite une bonne soirée. Il faut faire la conclusion pour que j'aille dormir, là, les gars. Horace, vas-y. Ok, donc, déjà, merci beaucoup. J'ai une question, s'il vous plaît, j'ai une question. Entre Chrome et puis Edge, en fait, on doit choisir quoi pour le dev? Je sais que les deux sont... Imagine! Chrome. D'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, Okay, parce que bye, les deux sont du premium. Justement, les deux sont le Chromium et le Edge. Je sens quand tu es en entreprise, parfois, et que l'entreprise tourne sur du full Microsoft, tu n'as pas le droit d'installer du Chrome, au fait. Donc, tu fais avec du Edge. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le niveau que Edge a atteint ne permet, en tout cas, c'est du Chromium. Donc, du coup, il n'y a pas une grande différence. Sauf que les features comme le Recorder, par exemple, n'est pas encore disponible sur Edge. Donc, c'est une idée de Google Chrome. Mais la plupart de ce qu'on utilise généralement, là, les deux ont ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un choix. Il n'y a pas vraiment de choix. Ok. Ça, je ne savais pas, par exemple. Merci beaucoup. J'apprends quelque chose en partant et au revoir. Oui, ciao. Ok. Donc, merci. Au revoir, Salomon. Oui. Bon, je n'ai pas particulièrement d'accord. J'étais un étudiant comme tout le monde. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc, merci à Salomon, il n'est plus là. Merci à Ezekiel et toutes les contributions. Merci à tout le monde, ceux qui ont participé, qui ont interagi. Donc, merci à tous. Et je vais dire bonne soirée à tout le monde. Ok, merci. Et avant de à tous. partir, s'il vous plaît, j'aimerais passer une petite info. Comme vous le savez, je vais partager rapidement mon écran. Rapidement. Comme vous le savez déjà, on a repris les Meet après quelques semaines d'absence. Je partage l'écran. Okay, cet écran-là, ok. Après quelques semaines d'absence. Donc, du coup, nous avons ici un lien. Voilà, je vous balance le lien. Sur ce lien-là, vous pouvez faire des appels à guests. Donc, si vous avez des sujets à proposer, est-ce que je peux envoyer le lien? Si vous avez des sujets, bon là, les gens ont proposé quelque chose. Si vous avez des sujets à proposer, voilà, n'hésitez pas. J'envoie le lien. Je vais aussi balancer ça dans les groupes. Je pense que vous l'avez déjà. Donc, vous mettez par exemple le sujet que vous voulez et ceux que vous pensez qui peuvent gérer le Meet et la période. Nous, on va consulter et contacter au fait ces différentes personnes et voir si le Meet est possible ou pas, la faisabilité. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, remplissez tout ça. On va voir effectivement, par exemple, lui, quelqu'un m'a mis ici comme Gojanda, bon, comme par exemple, c'est pas, comme guest pour ce sujet. On va voir effectivement si moi, j'ai les capacités pour pouvoir tenir le Meet. Si oui, bah, je suis guest. Sinon, bah, on choisit quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Voilà, c'était tout. Aura, je te laisse conclure et puis à tout à l'heure. Ok, donc, bon, j'avais déjà conclu. Merci, Gojanda, pour l'apport. Et on va dire bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, bye et à plus.